Mais c'est nous, hein. C'est pas la raison de c'est sensible. C'est un peu comme les femmes. Ah oui, alors c'est notre très sensible. On sort de l'attente là, carrément. Voilà. Alors, quand je te dis de coller la main, ça veut dire coller, il ne faut pas revenir, sinon ton arc perd la force. Hein. Allez, tu peux mettre les deux pieds en place. Tu vas tirer. Comment il sera satisfait? On enseigne. Pourquoi faire? C'était la question que posent les gens ici. Pourquoi faire? Eh bien, pour décrypter le monde dans lequel on vit. Et pour ce qui est de la reconnaissance des langues, alors on va dire des langues minoritaires, diouane, breton, occitan, etc., il y a une volonté du législateur. Notre dernier ministre, là, Jacques Lang, avait pris des textes très favorables aux langues régionales. Il y a effectivement des gens qui s'intéressent à la langue, à l'écrit, au parler.
Mais force est de constater que c'est une langue qui n'a pas de prise réelle sur la réalité de tous les jours. On ne fait pas un acte administratif en langue occitane. La transmission familiale s'est écroulée en 10 ans. C'est-à-dire que les familles ne transmettent plus la langue. Il y a une déperdition de la langue qui est à une vitesse grand V. Par contre, il y a une demande sociale qui ne fait que croître. Nous le voyons à la fac avec le nombre d'étudiants. Il a doublé en 3 ans. Nous avons 700 étudiants à Paul Valéry qui demandent à apprendre l'occitan. Et je ne dis pas des étudiants d'ici, je dis des étudiants venant non seulement de toutes les régions de France, mais de tous les pays. Le problème du parler occitan touche plus les intellos que les prolos. Je me rappelle de ma mère à qui on tapait sur les doigts avec la règle quand elle parlait occitan, et pourtant c'était la grande époque, je ne parle même pas de Jules Ferry parce qu'on pourra en reparler, mais toujours est-il que c'est quand même la Révolution, je suis un pur produit intellectuel et politique de la Révolution, entre guillemets, et donc on est quand même bousculé sur toutes ces questions. Que ce soit les écrits des troubadours au Moyen-Âge, que ce soit les écrits de Frédéric Mistral au XIXe siècle, que ce soit les écrits de nos écrivains modernes, c'est la tolérance et le partage. Si l'on veut à tout prix faire en sorte que les patois, je pense, soient perpétués donc, au fil des années, ça passera obligatoirement par le maintien des traditions populaires. Moi, bon, ma culture est française, ma culture est occitane. Je ne peux pas séparer la part occitane et la part française qui sont en moi. Hein. Donc, il n'y a pas opposition, me semble-t-il, entre être occitan. Donc, quand on dit occitan, on englobe tous les parlers. Il y a des variantes d'un endroit à l'autre qu'on appelle le patois. Hein. Moi, ma langue maternelle, c'est le patois. Je ne parlais que ça à la maison. Et j'avais du mal à l'école, des fois, à parler français. Et en plus, on cultivait, donc à l'école, on cultivait le patois, quoi, les écrits de Vigo ou autre. Et je crois qu'on l'a abandonné parce qu'on avait peut-être un peu le sentiment de honte. Parce que c'était une langue de terroir, parce que c'était une langue de paysans ou autre. Et moi, on m'a toujours fait lire des poésies, on m'a toujours fait lire des recueils en occitan. Ça s'appelait Passeroune. Le petit oiseau qui trébuchait là tout à l'heure. Passeroune, que si es virus, pe paudi giur ta vie desfacho. Qu'il l'embraque, nous, et tes caches. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans boire la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. Avant de rentrer à la maison, Ricard sinon rien et je reviendrai demain. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans boire la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions. J'ai payé, j'ai fait une on va me chier. Vous voulez? Et si le cocon est percé, voilà, ben le fil continu est abîmé. Et ensuite, après séchage, il y a cuisson. Donc là, la cuisson a été faite ce matin. Ensuite, on va pincer une extrémité du cocon. On a un départ, puisqu'au départ, la chenille travaille de l'extérieur vers l'intérieur, avec un fil plus ou moins emmêlé. Donc on démêle ce fil et ensuite, voilà, petit à petit, on s'aperçoit que le fil, en se démêlant, eh bien,
devient unique. Voilà. Oui, oui. Et on travaille bien sûr ensuite pour la mise en bobine plusieurs fils de cocon à la fois, c'est-à-dire qu'on peut former un fil de bobine au minimum avec 4 fils de cocon et on peut aller jusqu'à une vingtaine. Oui. Voilà. Donc on n'a pas forcément un aspect forcément très très doux. C'est pas très doux. Non, il y a parce une petite, que ben là on a en fait un fil brut qui est couvert de la fameuse substance collante qui produit le verre à soie. Cette substance collante, on va la dissoudre en lavant les chevaux grèges avec une eau chaude et du savon et on obtient ce que l'on appelle la soie décreusée. Donc on propose souvent de comparer, si j'arrive à démêler, voilà de la soie pure. Donc là il n'y a plus la colle et on le sent bien. Oui, on le sent, c'est vrai. Si vous voulez comparer, là elle est tirée du cocon. Ici, elle est plus belle. Ah oui, là, elle est rêche, là, elle est douce. Voilà. Donc à partir de là, il y aura teinture et préparation. Combien de mètres un cocon? Environ, on va dire, entre 800 et 1500 mètres de fil aujourd'hui. Ça va mouleux. Voilà. Donc il faut à premier faire la printe, les 2 premières cuissons faire la printe à 820 degrés. Et après à 700, donc une deuxième cuisson pour le mettre en forme. Vous en avez déjà au troisième? On ne peut pas dire ça, mais en même temps, on va avancer son travail. Qu'il y a trop de patience, bon, il faut quand même avoir une certaine patience. Ah, c'est vrai qu'en voyant cette quantité de fuseaux, mais c'est impressionnant. On se dit. Ah non. Il y a les tables. Il était hier? Oui, il était hier. Mais hier, il y avait le feu, il faisait plus l'euro de bain. Allez-y. Il a fait tout le travail, il a fait toutes les expositions de verre. Et là, c'est le résultat. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de remettre les 2 prix pour cette expo de la fête de la CMCS 2002. De suite laisser la parole à Madame Serre, qui va vous dire, je l'ai noté, les 2 tableaux qu'elle a retenus. Des divers tableaux. Moi j'ai opté pour la modernité parce que je crois que dans le discours que j'ai entendu un peu sur l'Occitanie et ce que j'ai vu au travers des calendrettes, etc., j'ai plutôt opté pour l'Occitanie moderne. Hein. Et donc mon cœur a hésité entre le numéro 13 avec ces coquelicots qui ont beaucoup de force, beaucoup de tonus et puis qui jouent bien en termes de couleurs, qui jouent bien sur la profondeur, qui joue bien sûr des couleurs complémentaires qui leur donnent énormément de vivacité. Et puis celui qui a retenu, en fait, mais c'était un petit peu sur un plan d'égalité, et celui-ci qui a retenu mon attention aussi. Une des 2 peintres est là, puisqu'il s'agit de Michel Bouisserin. Le premier prix, c'est le numéro 12. C'est celui-ci. Voilà, bravo. C'est Jacqueline pour les intimes. Le deuxième prix, il s'agit du numéro 10. Bravo. Bravo. Voilà. Dis le nom. C'est Nadia Bastonero. Voilà. Parce qu'on se trompe toujours dans les noms. Voilà. Et le 3e prix, eh bien, c'est le numéro 14. Ouais, c'est moi, Affaire de famille. la surprise. Oh, super. Je te remercie. Donc c'est Christian Bouisserin.
serein. Donc remercier moi simplement tous les participants à cette expo sur le moment de la fête de la synthèse parce que c'était pas évident. Et puis pourquoi pas créer une section peinture à la synthèse. Présenter ces photos à la fête de la CMCS sur la culture d'Occitanie avec des photos extraordinaires sur le jeu du pingouin, sur pas mal de choses, donc vous les avez découvertes. Et puis il a aussi accepté de faire partie du jury, un petit jury limité pour pouvoir faire le choix. Donc à l'unanimité, nous avons choisi celle-ci pour la qualité de la construction de l'image et le propos qui est écrit en dessous et qui est en relation avec ce qui est photographié, dont on a l'explication en lisant l'ensemble des 3 légendes. Donc c'est la photo qui a retenu l'attention des 3 membres du jury. La deuxième photo, c'est celle-ci. Pour les mêmes raisons et pour la pertinence de la légende. Et quant à la troisième, c'est celle-là, pour aussi la valeur symbolique de la photographie avec la croix occitane et la composition. Le premier prix, c'est Bruno alors. Ben ouais. Bravo, bravo. Bravo. Je pense que... Voilà, oui. Ouais. Alors, deuxième, c'est Nathalie Grégoire. Qui devant ça. Ça peut vous dire 2 choses. D'abord la brebis lacone. Une zone, il y a effectivement c'est le berceau de cette race. Et puis c'est une forte zone. Peut-être pas forcément de production, il y a de la production, mais c'est surtout un centre de salaisonnerie. Nous allons y revenir. Je suis vétérinaire, je travaille dans le corps. Je me fais d'ailleurs tout ça, je suis spécialisé dans l'espèce porcine et je suis salarié d'une coopérative d'éleveurs de porc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jambon de Laconne, les salaisonneries de Laconne sont les premières à avoir reçu un label rouge en matière de produits porcins. Ce que souhaitait la filière, c'est se regrouper à une échelle régionale pour produire un produit qui soit 100% régional. Ah,